Bonsoir mesdames et messieurs. Alors, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir au Palais de la Découverte pour cette conférence sur les courants marins. Nous avons le plaisir de recevoir monsieur Didier Swingdo. Il est chercheur au CNRS, il travaille au laboratoire environnement et paléo-environnement océanique et continentaux, l'époque, à Bordeaux. Alors merci Didier d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse la parole et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. Bonsoir à tous. Oui, vous m'entendez bien. C'est un plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation. Moi, je suis océanographe. Donc, je travaille en effet à l'Université de Bordeaux et donc je suis ce qu'on appelle un modélisateur du climat. Et donc, ma spécialité, c'est donc la modélisation des courants océaniques et leurs interactions avec le climat. Donc, pendant cette conférence, je vais vous donner un certain nombre d'éléments de ce qu'on sait et aussi de ce qu'on ne sait pas. Mais surtout, je vais insister sur les méthodologies scientifiques finalement qui nous permettent de savoir ce qu'on sait. Et aussi, je vais présenter un petit peu comment bien finalement on fait avec cette incertitude et qu'est-ce qu'on peut lui faire dire quand même malgré cette incertitude et aussi d'où elle vient. Alors, pour aller un petit peu plus loin et poursuivre ma présentation. Donc voilà, je travaille à l'Université de Bordeaux, donc juste à côté de l'océan Atlantique. Donc un de mes sujets de prédilection, c'est justement la dynamique de l'océan Atlantique. Sinon, pour la petite histoire, je suis né en Normandie, à Rouen, donc une région connue pour son climat un peu humide, on va dire, et aussi dont les habitants sont très connus pour la peur qu'ils peuvent avoir que le ciel leur tombe sur la tête. Et donc c'est peut-être d'ici qu'est venue ma vocation, on va dire, pour l'étude du climat et son lien avec les courants marins. Autre fait du destin peut-être, c'est que je suis né le 2 février. Et donc le 2 février, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est bien sûr la Chandeleur, mais c'est aussi ce qu'on appelle le jour de la marmotte. Donc c'est finalement une tradition qui nous vient d'outre-Atlantique, qui venait d'abord des îles britanniques. Et l'idée, c'est que le 2 février, il y a un certain nombre d'endroits où on a des abris de marmottes. Et le 2 février, si la marmotte sort de son abri, et qu'elle ne voit pas son ombre, alors elle va être rassurée, elle va vraiment sortir. Et ça signifie, il y a une signification climatologique qui est que l'hiver devrait bientôt s'achever. A l'inverse, si le 2 février il fait très beau et que la marmotte sort et qu'elle voit son ombre, normalement elle a peur, elle rentre, et cela signifie, selon la légende, eh bien qu'on va avoir a priori au moins encore 6 semaines d'hiver. Donc voilà, c'est un premier modèle de météo, on va dire, voilà, qui fait que peut-être j'étais destiné aussi à m'amuser avec ce type de modèle climatique. Alors pour la petite histoire, ce modèle de météo, qui est un peu comme les proverbes, on va dire, il a été analysé, il a été étudié, et il s'avère qu'il n'est absolument pas fiable, comme on pouvait s'en douter, mais des fois, un certain nombre de personnes pensent que les proverbes sont très fiables. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça a été confronté avec des modèles de météo et ça ne fonctionne absolument pas, même si c'est plutôt un modèle de climat en l'occurrence. Une autre raison qui fait que, sans doute que je suis là devant vous à présenter les derniers résultats de recherche sur la courantologie, c'est ma participation au GIEC. Donc, le GIEC, le groupement intergouvernemental d'experts climatiques. Donc c'est un groupe d'experts qui se réunit pour travailler sur des rapports précis. Donc c'est quelque chose qui avait été mandaté par l'ONU il y a déjà bientôt 30 ans. Et il y a différents cycles. Et là, on est dans un nouveau cycle du GIEC qui a démarré en 2015 et durant lequel un certain nombre de rapports vont être émis. Alors ces rapports sont demandés par les gouvernements. En fait, c'est les gouvernements qui font des demandes spécifiques pour avoir un rapport d'experts sur des thématiques précises. Donc, alors, bien sûr, souvent, ça parle de changement climatique. Mais là, en l'occurrence, je travaille sur un rapport qu'on appelle spécial, parce qu'il est un peu différent des rapports, des grands rapports qui ont
qui sont émis tous les 7 ans. C'est un rapport spécial parce que la thématique est un peu spécifique. Il s'agit de comprendre un petit peu les changements de l'océan et de la cryosphère. Alors, la cryosphère, c'est un peu l'ensemble des terres ou des océans englacés. Et voilà, et donc on travaille depuis 2 ans finalement à réunir un petit peu les connaissances qui ont été publiées ces dernières années et à faire une synthèse, puisque le GIEC ne fait pas de recherche en tant que tel. Hein. C'est une réunion d'experts qui disent voilà l'état des connaissances à un instant T, voilà ce qu'on sait et voilà ce qu'on ne sait pas, et voilà ce qu'on peut en conclure, ce qu'on peut dire aux décideurs pour qu'ils fassent en fonction de ces résultats scientifiques. Il n'y a pas de préconisation du GIEC, hein, il donne juste un état des lieux. Voilà, donc je travaille sur un chapitre qui traite des extrêmes et des changements abrupts de climat et la gestion des risques associés. Donc on réunit finalement des experts quand même de différents milieux, de différentes expertises, et on essaye de synthétiser nos connaissances. Donc c'est très enrichissant à ce niveau, c'est pluridisciplinaire. Et vous en entendrez sûrement parler en septembre prochain, puisque la date de parution est le 23 septembre prochain. Donc on arrive au bout de ce rapport, et on continue à travailler dessus, et on devrait bientôt avoir un rapport à présenter. Alors, je vais vous parler principalement de courants marins aujourd'hui, principalement dans l'Atlantique, mais pas que. Et donc, qui dit courant marin dit Gulf Stream. Je pense que la plupart d'entre vous avaient entendu parler du Gulf Stream. Donc c'est un point de départ un peu obligé de parler de ce Gulf Stream. Et c'est vrai que c'est un des courants marins, un des premiers courants marins à avoir été identifié. Donc il faut imaginer l'océan. Et au sein de cet océan, donc, il y a des courants marins, et certains peuvent être très puissants. Et donc, un des premiers à noter l'existence de ce Gulf Stream, donc, qui est un courant très intense qu'on va trouver au large de la Floride et qui traverse tout l'Atlantique. Il change de nom quand il traverse l'Atlantique, ça devient la dérive nord-atlantique. C'était un Espagnol, une vingtaine d'années après la découverte de l'Espagne, qui remarquait qu'en effet, il regagnait l'Espagne beaucoup plus rapidement grâce à ce courant, et ça avait un intérêt certain de naviguer le long de ce courant pour regagner plus vite l'Espagne. Alors, plus de 2 siècles plus tard, il y a un Américain, Benjamin Franklin, qui allait devenir plus tard président des États-Unis et qui à l'époque s'occupait de la poste, et notamment des échanges de la poste entre l'Amérique et l'Europe, et de nouveau qui remarqua que pour le courrier c'était pareil, le courrier qui était transporté par bateau, et il allait beaucoup plus vite dans un sens que dans l'autre, et ça questionnait pas mal. Et Benjamin Franklin, il est considéré parfois un peu comme un des précurseurs en termes d'océanographie, car il a vraiment été mesurer la température au sein de ce courant. Pourquoi bien justement pour essayer de le localiser, pour savoir à quel endroit, lorsque les bateaux partaient, à quel endroit se trouvait ce Gulf Stream, puisque c'est un courant très chaud, puisqu'il amène des eaux issues des tropiques. Et donc, grâce à un thermomètre, on peut localiser un peu où il est et où est-ce que son intensité est la plus forte. Donc, il y avait un vrai intérêt de bien comprendre ce courant. Alors, un autre voyageur de ce courant, eh bien, ce sont les larves d'anguilles, hein, qui naissent au niveau de la mer des Sargasses, et qu'on va retrouver en Europe quand elles seront un peu plus grandes, et qui va justement emprunter ce courant du Gulf Stream pour traverser l'océan, puisque elles ne nagent pas très vite. Et donc on va les retrouver en Aquitaine par exemple, et voilà, ce sont aussi des voyageurs de ce courant marin. Alors pour revenir à l'océanographie, quoique l'analyse justement des anguilles, de la biologie fait partie finalement de l'océanographie. Alors moi je suis plutôt océanographe physicien, et une date un peu clé dans l'histoire de l'océanographie, c'est le première mission scientifique qui a été menée par des Anglais qui ont armé un bateau qui s'appelle le Challenger. Et ce bateau, il est parti, donc c'était à la fin du 19e, il est parti dans tous les océans pendant plusieurs années, et il a fait un certain nombre de mesures, puisqu'à l'époque, on voulait essayer de
encore mieux comprendre les courants, parce que bien sûr pour les navigateurs c'est quelque chose d'important, et puis même pour la compréhension, pour le savoir, c'est important c'était intéressant de savoir comment fonctionnaient ces courants, parce qu'on avait remarqué qu'il y avait un Gulf Stream, mais on ne savait pas très bien qui est-ce qui menait ce courant, pourquoi il existait, etc. Donc à l'issue de cette mission, finalement, on avait plus de mesures, on ne savait toujours pas très bien théoriquement comment il fonctionnait, mais voilà, c'est un des éléments clés du début de l'océanographie. Alors aujourd'hui, voilà un petit peu l'image qu'on peut avoir plus d'un siècle plus tard. Donc on a une vision assez précise de ce Gulf Stream. Là, je vous montre un résultat de modèle, on verra un peu ce que c'est qu'un modèle. Et on voit donc ce Gulf Stream, ce courant très très fin, finalement, qui transporte ces masses d'eau chaude, là, le rouge, et qui va traverser l'océan Atlantique pour arriver vers les hautes latitudes. Donc voilà, on voit que c'est un courant vraiment très fin qui a des méandres, qui connaît des méandres dont le parcours n'est pas forcément linéaire. Il connaît en fait ce qu'on appelle des instabilités. Alors, pour chiffrer un peu ce Gulf Stream, donc il a une largeur de 30 à 150 km. Il est assez profond, il concerne jusqu'à 1000 mètres de profondeur, des vitesses assez rapides pour l'océan, 5 à 10 km/h. Et un débit, puisqu'on peut mesurer donc la quantité d'eau qui passe à travers, via ce courant, puisqu'il amène donc ces eaux chaudes et salées vers les hautes latitudes, qui correspond à environ 30 fois le débit de l'ensemble des rivières de la Terre. Donc on voit que là, on parle de quantité d'eau absolument énorme. Et bien du coup, il y a un transport de chaleur associé, donc qui va amener des eaux chaudes vers les hautes latitudes. Et à 26 Nord, ce courant et les autres courants annexes transportent environ 1 pétawatt, ce qui correspond là il y a une erreur, c'est 100 fois environ la production mondiale d'énergie. Alors, je pense que certains d'entre vous aussi ont connu ce film qui date maintenant d'une quinzaine d'années, Le jour d'après, donc qui était un film catastrophe où on nous disait que si le Gulf Stream pouvait s'arrêter, et s'il s'arrêtait, on avait des conséquences absolument énormes sur l'Europe, les États-Unis, avec voilà, beaucoup de neige, une espèce d'entrée en glaciation liée à l'arrêt de ce Gulf Stream. Donc on va voir ce qu'il en est. Bon, je vous rassure tout de suite, c'était bien sûr une fiction. Ils avaient poussé un petit peu le bouchon un peu loin. Ils avaient notamment oublié les aspects temporels liés à ces changements climatiques, avec notamment voilà, une réponse de l'atmosphère absolument délirante, où on voyait ces espèces de dépressions immenses qui n'ont pas vraiment de sens physique. On ne pense pas qu'il puisse y avoir de telles dépressions comme ça, d'une telle taille, et qui puissent se mettre en place si rapidement en réponse à l'arrêt du Gulf Stream. Mais du coup, la question, une des questions, c'est comment en fait on en est arrivé là. Comment est-ce que finalement, de cette connaissance du Gulf Stream comme un agent de transport, on en est arrivé à un film catastrophe. Ce film catastrophe était quand même basé sur des connaissances scientifiques. Ça fait une trentaine d'années, voire même plus. On va même voir des résultats antérieurs que l'effet de la circulation océanique sur le climat sont débattus. Et on va voir un peu comment on a procédé pour y arriver. Donc voilà, on va essayer de répondre un peu à cette question. Comment est-ce qu'on construit nos connaissances scientifiques, sur quelle base et puis on va répondre à des questions plus triviales comme est-ce que le Gulf Stream peut s'arrêter? On va y répondre assez rapidement. Et puis on parlera des impacts climatiques associés et en dernier lieu de la façon d'anticiper éventuellement de tels changements. Alors, le Gulf Stream fait partie en fait d'une circulation océanique mondiale qui est assez bien comprise aujourd'hui, avec donc ces différents océans finalement qui connaissent des mouvements assez importants et qui s'organisent en fait de manière assez clair en gyres, ce qu'on appelle des gyres. C'est-à-dire une gyre, c'est une espèce d'énorme tourbillon dans l'océan. Vous voyez là la gyre subtropicale donc, qui comprend le Gulf Stream et qui sont à l'échelle d'un bassin. Voilà, on a ces espèces de grands tourbillons, mais on peut en trouver dans les autres océans. Finalement, c'est quelque chose qui
qui marque la circulation océanique dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Ici, vous avez le courant Chio dans l'hémisphère sud, qui est un petit peu le petit frère du Gulf Stream. Et donc, ces courants sont quand même plus marqués au niveau des côtes, de la côte ouest. On appelle ça des courants de bord ouest. Ils sont beaucoup plus intenses que les courants de bord est qu'on peut avoir de l'autre côté. Alors, depuis Benjamin Franklin, on a quand même un certain nombre de connaissances sur ces gyres, et on sait depuis les années 60, on va dire, depuis des résultats théoriques. À l'époque, vraiment, les gens travaillaient sur les équations avec une feuille de papier, et ils ont pu démontrer de manière analytique que finalement ces gyres pouvaient être très bien expliqués juste par l'effet du vent sur l'océan. C'est-à-dire qu'on a des vents principaux qui vont d'ouest en est à ces latitudes-là, d'est en ouest au niveau des tropiques et inversement en bas. Et donc ces vents finalement poussent l'eau et expliquent la formation de ces gyres. Alors cependant, ce n'est pas aussi simple que simplement des eaux qui sont poussées. Ces courants ont leur propre dynamique. Mais ce qu'on peut conclure déjà quand même de cette connaissance de l'origine de la formation du Gulf Stream, c'est qu'a priori, à une échelle de temps d'une centaine d'années, le Gulf Stream ne s'arrêtera pas. Tout simplement parce que le vent, il n'est pas prévu que le vent s'arrête. Malgré les gaz à effet de serre, il y aura toujours du vent, donc on ne pense pas que le Gulf Stream puisse s'arrêter. Cependant, de quoi parle-t-on? Alors, pour finir sur cette idée du Gulf Stream, pour expliquer cette asymétrie, le fait qu'on ait des courants de bord ouest beaucoup plus forts que les courants de bord est, en fait, on peut l'expliquer par ce qu'on appelle la force de Coriolis. Alors, la force de Coriolis, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le fait que, comme la Terre tourne, elle a une influence sur les courants. Et alors, j'ai cette petite animation qui nous vient du MIT, qui nous permet un peu d'illustrer de manière un peu ludique. Vous voyez ces deux chercheurs qui travaillent ardemment à comprendre comment fonctionnent les mouvements. Vous voyez là le mouvement d'une balle. Oh. Voilà. Donc, ils sont sur une espèce de table tournante, voilà, et là on passe en référentiel tournant, comme la planète Terre. Et là, vous voyez que bien, les mouvements sont un peu différents. En fait, ils sont déviés vers la droite ou vers la gauche, selon dans quel hémisphère on se place. Et donc finalement, c'est cette force de Coriolis qui va influer la trajectoire des courants marins, qui vont être poussés par les vents, mais qui vont plutôt aller vers la droite. Et ça va créer finalement des amoncellements de masse d'eau à certains endroits, qui sont à l'origine finalement du fait qu'on retrouve beaucoup d'eau sur les bords ouest, et donc on a des courants très très intenses. Voilà. Alors, maintenant je vais vous montrer un petit peu l'état de l'art, on va dire, de nos connaissances sur la circulation océanique, de nouveau par le biais d'une animation, où vous allez voir vraiment comment fonctionnent ou comment apparaissent les courants marins tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc c'est un mélange de simulation numérique couplé avec des observations. Et vous allez voir que c'est extrêmement joli, un aspect esthétique évident. Donc ça c'est quelque chose qui nous a été fourni par des chercheurs de la NASA. Et donc vous voyez voilà le fameux Gulf Stream. Est-ce qu'on pourrait baisser la lumière? On demande à la salle un petit peu pour... Alors on a passé ma présentation de Mac à PC parce qu'on n'arrivait pas à la mettre, et il y a des petits soucis sur les animations. J'espère qu'on va y arriver parce que ça vaut le coup d'œil. Voilà. Donc ça se poursuit. Donc voilà, on voit... Donc voilà, le fameux Gulf.
ralenti. Ok. Bon. Du bois. Donc voilà. Ah, c'est dès que j'appuie sur le pointeur, c'est ça? Ok. Je ne touche plus alors. Je vais avancer. Ok. Donc, voilà, vous voyez ce courant s'écouler. La formation de ces méandres, hein, finalement, le courant devient instable et en étant instable, il fait des méandres qui vont créer des tourbillons assez fins, qui sont aussi liés finalement à la force de Coriolis. Et voilà, qui sont vraiment une propriété intrinsèque des courants marins extrêmement importante. Vous en voyez à toutes les latitudes, à part au niveau de l'équateur, justement, où la force de Coriolis s'annule et change de sens. Là, vous avez quelque chose de très joli, le courant des aiguilles, qui fait une rétroflexion, et vous voyez qu'il envoie des tourbillons dans le bassin atlantique, et finalement, l'eau de l'océan Indien arrive dans l'océan Atlantique par le biais de ces tourbillons, donc ils ont un rôle extrêmement important finalement pour la circulation. Vous voyez là le canal du Mozambique, de nouveau des courants de bord ouest, hein, cette fois-ci au niveau de l'Afrique. Donc on est dans l'océan Indien, toujours ces courants qui sont, ces tourbillons qui peuvent être même permanents en fait, hein, vous bougez assez peu. Donc toujours au niveau de l'équateur, des courants intenses, mais sans tourbillons. Alors, on arrive en Océanie. Là, il y a beaucoup de. C'est assez compliqué avec toutes les petites îles. Et là, les courants passent à travers des isthmes assez petits. Et là, nous voici donc dans le Pacifique. Vous voyez donc le petit frère du Gulf Stream, le Kuroshio, qui lui ressemble beaucoup. Hein, et lui aussi fait ses méandres, ses nombreux tourbillons. Toujours des courants beaucoup plus intenses sur le bord ouest. Là, on va voir le bord est du Pacifique, qui est beaucoup plus calme, en tout cas à grande échelle, hein, puisque là on regarde des courants de très grande échelle. Donc voilà, il ne se passe pas tant de choses du côté du bord est, de nouveau des tourbillons. Là on repasse l'équateur, hein, c'est cette ligne jaune, de nouveau les tourbillons disparaissent. On arrive donc le long des côtes d'Amérique du Nord, et puis on va aller doucement au niveau de l'Antarctique, donc le pôle sud. Et là, c'est un endroit très particulier pour les courants marins parce que finalement, on a moins de contraintes liées aux terres qui jouent beaucoup sur la circulation océanique. Et on a ce courant circumpolaire, donc qui va vraiment faire le tour de l'Antarctique, qui est extrêmement intense, très turbulent du coup, qui représente environ 5 fois le débit du Gulf Stream et voilà, qui joue un rôle très important dans la dynamique océanique générale, puisque c'est aussi via ce courant que finalement on va avoir les masses d'eau qui vont rejoindre l'Atlantique à très grande échelle. Voilà, alors, celle-ci ne fonctionne pas, on a testé, elle n'a pas aimé le passage de Mac à PC, donc on va essayer d'imaginer. Donc ça, c'était une expérience que j'avais faite à Cap Science, qui est un musée à Bordeaux, que vous avez sans doute... Certains d'entre vous l'ont déjà vu, hein, c'est une expérience qu'on peut faire, qui est très ludique, qu'on peut faire avec des enfants dans une école. Donc l'idée là, c'est de mettre des glaçons à cet endroit-là, de rajouter de l'eau colorée et de voir que finalement la présence des glaçons va créer un courant avec les eaux colorées qu'on ajoute ici qui vont plonger ici. Et si on colore aussi un petit peu les eaux ici, on va voir que les eaux vont vers les glaçons. Et donc finalement cet aquarium, c'est un espèce d'analogue de la circulation qui se crée entre, on va appeler ça l'équateur et les pôles, donc l'équateur un peu plus chaud que les pôles à cause des glaçons. Et ça nous illustre le fait que pour expliquer la circulation océanique, on a certes le vent qui est une composante très importante, souvent un peu oubliée, au niveau du grand public, mais ce qui est aussi déterminant, c'est ce qu'on appelle la densité, c'est-à-dire le poids relatif des différentes masses d'eau. Et cette densité crée des courants, ce qu'on appelle les courants thermo-halins. Thermo, donc lié à la température, et halin lié à la salinité, puisque l'eau de mer est salée. Alors là, on voit juste les courants thermiques, hein, donc une eau plus froide et plus dense, et donc
c'est pour ça qu'on observe ces courants de... Enfin, on aurait dû observer ces courants, ces masses d'eau qui, en étant plus froides, deviennent plus lourdes et plongent au fond de l'aquarium et créent finalement une circulation de grande échelle. Alors le sel est aussi très important et complexifie très fortement la circulation, ce qui fait qu'on a beaucoup d'incertitudes. C'est une des raisons pour lesquelles on a tant d'incertitudes sur la circulation océanique, parce que le fait d'ajouter cette variable en plus, la salinité, nous amène à des systèmes non linéaires. On va revenir sur cette notion-là. Voilà, mais voici... ah oui, j'ai ce pointeur. Oui. La vision un petit peu schématique qu'on a de la circulation océanique à l'heure actuelle, donc qui est liée à la fois au vent et aussi à ses propriétés thermohalines. Donc, vous avez donc le Gulf Stream qui est une petite partie de cette circulation. Là, on voit plutôt ce qui est lié, on va dire, à la densité, aux différences de densité. Donc, vous voyez ce courant qui, justement, va de l'équateur vers les pôles, à cause, justement, du fait qu'au niveau des pôles, en tout cas en Atlantique Nord, on a ces endroits très particuliers qui occupent très peu de place dans l'océan mondial, qu'on appelle des zones de convection. Ce sont les endroits, justement, où on va observer des mouvements de masse d'eau qui vont rejoindre les profondeurs de l'océan. Et finalement, le fait qu'on ait cette convection profonde explique pourquoi l'eau est si froide au fond des océans. C'était quelque chose qui avait un peu surpris les premiers océanographes. Pourquoi est-ce que l'eau au fond des océans est à 4 degrés ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle se forme au niveau des pôles et donc elle acquiert à cet endroit-là leurs caractéristiques thermiques, donc très froides. Mais on remarque qu'on n'a pas de convection dans le Pacifique, pourtant aussi très froid ou haute latitude. Alors pourquoi ? C'est justement parce que la salinité, le sel met son grain, et on observe que ces zones vertes là sont des zones très salées dans l'océan. Alors pourquoi c'est plus salé que dans le Pacifique ? Tout simplement parce que cette forte salinité vient d'une forte évaporation. Finalement, quand l'eau s'évapore, elle laisse le sel au niveau de l'océan, et donc c'est pour ça que la concentration augmente. Donc on a cette évaporation, et une grande partie de l'humidité liée à l'évaporation va être transportée par les vents dominants et va aller dans le Pacifique, et on va retrouver les précipitations aux hautes latitudes, et on a donc des salinités très faibles qui empêchent la convection finalement dans le Pacifique. Donc voilà, on a des eaux chaudes et salées qui montent vers les hautes latitudes, se refroidissent très fortement en hiver. Le phénomène de convection n'est observé qu'en hiver, et qui vont amener ces courants profonds, qui sont observés aussi, des courants qui vont aussi être plaqués sur le bord ouest et qui vont repartir à des profondeurs d'environ 1000, 2000, 3000 mètres de profondeur. Au fond des océans, par contre, on a des eaux qui viennent de l'Antarctique, qui sont formées en Antarctique, où il fait encore plus froid, et c'est l'endroit où se forment les eaux les plus froides et qui vont tapisser l'ensemble du fond des océans. Et on a une partie aussi de ces eaux profondes qui vont remonter ici à cause du vent, finalement, qui va faire remonter ces masses d'eau, de nouveau à cause de la force de Coriolis, qui va faire dévier une partie des courants. Et donc on a une partie des eaux qui se sont formées en Atlantique Nord qui remontent à ces endroits. Alors, bien sûr, cette circulation, du coup, transporte beaucoup de chaleur. On l'avait vu pour le Gulf Stream, mais là, on voit que c'est à plus grande échelle. Et le transport est même interhémisphérique, c'est-à-dire qu'on emmène de la chaleur de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'hémisphère nord est plus chaud, finalement, que l'hémisphère sud. Alors, une dernière petite animation pour se fixer les idées. Alors ça, c'est une vue d'artiste, il n'y a pas de données, à part des... Ah oui, dès que je pense. Voilà, et ça va... Cette animation va nous permettre finalement de présenter aussi d'autres acteurs clés de la circulation océanique, qui sont toutes ces zones englacées, et en particulier le Groenland que vous voyez là. Le Groenland qui est justement très proche des zones de formation d'eau profonde, en mer nordique, là, aux mers du Groenland, mer de Norvège, et la mer du Labrador plus au sud. Et donc là, on le voit un peu, c'est une montagne, le Groenland, une montagne de glace. C'est un espèce de réservoir incroyable d'eau douce. On a une montagne qui s'élève
à plus de 4 km d'altitude, qui est formée que de glace. Et bien sûr, si cette glace, ou quand cette glace vient à fondre, elle amène de l'eau douce, puisque cette glace provient juste de l'accumulation de la neige sur des milliers et des milliers d'années. Et donc c'est de l'eau douce, puisque c'est de la neige. Et donc du coup, ça peut fortement perturber la salinité de ces régions-là. Et c'est là où on comprend comment on a pu arriver à ces scénarios un peu catastrophes, de se dire que si le Groenland venait à fondre, il pourrait fortement perturber la convection, la formation de ces eaux profondes, et donc finalement perturber l'ensemble de cette circulation, qui va au-delà du Gulf Stream. C'est-à-dire qu'il y a environ juste 20% du débit total du Gulf Stream qui est lié à cette circulation thermohaline. Alors, là, je vais vous parler des premières... Des premiers résultats finalement qu'on a eu concernant la dynamique de cette circulation océanique, qui est loin finalement d'être simple et trivial comme on pourrait le penser en se disant ah oui, il y a un petit peu d'eau douce qui arrive, ça s'arrête, etc. En fait, c'est assez complexe. Et un des pionniers de cette question-là s'appelle Henry Stommel. C'était un Américain qui a travaillé à Woods Hole, à Boston et au MIT aussi. Et donc, il s'était intéressé notamment au Gulf Stream. C'est aussi des pionniers qui avaient expliqué que le Gulf Stream était fortement lié au vent, mais il s'est aussi intéressé aux aspects thermo-halins, justement, de la circulation océanique. Et pour commencer, il s'était dit, on va faire quelque chose de très simple, un premier modèle très très simple, qui correspond finalement à l'animation de l'aquarium que j'aurais dû vous montrer, mais qu'on n'a pas pu voir. Mais il a considéré que finalement, la circulation océanique, on pouvait la résumer comme un bassin d'eau chaude et salée, un bassin d'eau froide et peu salée, et les deux communiquent finalement par le biais des courants marins. Donc voilà, c'était la façon dont il le montrait dans son article d'origine en 1961. Je vais un petit peu simplifier son schéma pour dire, voilà, finalement ce qu'il proposait, c'était un modèle, ce qu'on appelle un modèle à deux boîtes. Cette boîte équatoriale ou tropicale et une boîte polaire qui échange finalement de la matière, température et salinité, par le biais de ces courants de surface qui vont repartir en profondeur. Donc c'était un modèle assez simple, juste deux boîtes. On peut faire un bilan de salinité, justement, de qu'est-ce qui se passe suite à ces échanges. Et une des hypothèses qu'il avait émises, c'est que finalement ce transport de volume, il est lié au gradient de densité entre l'équateur et le pôle, ce qu'on voit très bien aussi dans l'expérience de l'aquarium, où finalement le gradient de densité induit des courants horizontaux. Et le résultat assez remarquable qu'il avait obtenu dans ce modèle très simple, c'est la présence de non-linéarité dans ce modèle. Alors qu'est-ce que je veux dire par non-linéarité? Alors là, c'est un peu plus difficile. Je vais essayer de prendre bien le temps de l'expliquer. En fait, si on s'intéresse ici juste au courant permanent, c'est-à-dire on ne regarde pas les aspects temporels, on regarde juste les solutions de circulation admissibles dans ce système. Et donc Q, qui correspond juste au transport, donc de l'équateur vers le pôle. Si on regarde donc l'intensité de ce transport, en fonction de F, qui est l'évaporation au niveau des tropiques, qu'on va retrouver au niveau des pôles. Donc c'est très très simple, de nouveau très simplifié. On évapore au niveau des tropiques, ça retombe au niveau des pôles sous forme de précipitation. Eh bien, si on fait varier ce paramètre évaporatif, F, eh bien, on voit que selon sa valeur, eh bien, la circulation varie. Elle va avoir tendance à diminuer si l'évaporation et la précipitation augmentent. Et puis, il y a un endroit, donc ça c'était des équations analytiques qui nous le disaient, il y a un endroit où on n'a plus de solution. On s'arrête et il n'y a plus de solution admissible, à part une autre solution qu'on voit apparaître en dessous. Ce système admet en fait deux solutions. Et cette solution, elle est très différente, puisque dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le régime halin, et bien finalement, on va avoir le courant est juste inversé. Il est négatif, c'est-à-dire qu'on va aller des pôles vers l'équateur. Et c'est le cas où finalement la salinité va mener les gradients de densité.
Et alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Eh bien, ça nous dit que si on est à un endroit de ces branches de solution, si on augmente f, donc voilà, on va aller par là, et puis si on atteint ce point qu'on appelle un point de bifurcation, qui est propre au système non linéaire, chaotique, eh bien, on va devoir changer de branche, et on va trouver une autre solution avec une circulation complètement différente, qui va cette fois-ci aller du pôle vers l'équateur. Puis si on continue à faire changer f, on va continuer sur cette branche. Et puis, si f, finalement, on refait bouger ce paramètre, eh bien, cette fois-ci, on va revenir sur cette branche, mais on ne va pas remonter au même endroit. Parce que là, il n'y a pas de raison, la solution fonctionne. Et on va remonter beaucoup plus tard, pour une valeur de f différente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que finalement, on peut avoir, ça c'est ce qu'on appelle un diagramme d'hystérésis, hein, donc, qui est propre à de nombreux systèmes physiques non linéaires et qui nous dit que finalement, l'état du système donné va dépendre de sa trajectoire, de la mémoire. Le système a une espèce de mémoire. Et du coup, si la condition actuelle se trouve ici, par exemple, eh bien, on peut se dire qu'en cas de changement de ce paramètre f, eh bien, si on revenait aux conditions actuelles après un certain temps, on pourrait ne pas revenir à la circulation actuelle. On a une espèce d'irréversibilité des changements de circulation. Et donc ça, c'est une propriété extrêmement troublante et très intéressante de cette circulation qu'on a trouvée ici dans un modèle extrêmement simple. Hein. Alors pourquoi ça fait couler beaucoup d'encre? C'est que en fait, cette propriété-là, eh bien, on l'a retrouvée dans des modèles plus complexes, dont on parlera après, mais cette dynamique intrinsèque à la circulation océanique semble être réelle, malgré la simplicité du modèle, et semble s'appliquer au système. Et c'est un peu ces recherches-là qui ont été reprises après par d'autres chercheurs et qui s'est avéré être toujours vraies dans un système plus complexe, qui a généré, j'ai envie de dire, toutes les interrogations qu'on a eues autour de la circulation océanique en se disant, eh bien, pour un très petit changement, on pourrait avoir une variation brutale. Alors, là où il y a eu un mélange, je pense, c'est que là, on est dans ce qu'on appelle un diagramme de phase, donc un état permanent du système, le temps n'intervient plus. Donc, on néglige ici l'aspect temps. Et en fait, même si le paramètre change un petit peu, le temps de mise en place du changement d'état est très long parce que les constantes temporelles de l'océan sont très longues, plusieurs dizaines, centaines d'années, puisque toute la circulation prend extrêmement de temps. Alors, pour résumer, pourquoi on a une telle instabilité? Pourquoi est-ce que pour une petite perturbation de cette évaporation, on peut complètement changer d'état? C'est lié à ce qu'on appelle une rétroaction positive, c'est-à-dire le système agit sur lui-même lorsqu'il change, et on va avoir des espèces de cercles vicieux qui se mettent en place et qui s'auto-amplifient. Alors, quel est ce cercle vicieux dans ce cas de modèle très simple? C'est tout simplement que si la circulation de retournement qui transporte du sel, on a dit, hein, le transport du sel vers les hautes latitudes, ça plonge, etc. Eh bien, si cette circulation de retournement ralentit, on va transporter moins de sel, les eaux vont être moins denses, et finalement, on a ce cercle vicieux, cette rétroaction positive qui fait que finalement, il y a un phénomène d'amplification, et c'est ça qui explique, c'est donc la salinité qui explique qu'on peut changer complètement d'état de manière rapide pour un petit changement. Enfin, pas rapide, mais en tout cas pour un petit changement. Le transport de chaleur, à contrario, lui, eh bien, va plutôt être une rétroaction négative, parce que si on amène moins d'eau chaude, finalement, on va refroidir les hautes latitudes, et donc ce refroidissement est plutôt bénéfique, on va dire, à la circulation océanique, enfin en tout cas à la densité, et permet cette convection. Donc on a un combat un peu entre ces deux rétroactions qui explique le caractère non linéaire. Alors tout ça, c'était des traits descriptifs. Il y avait de la théorie, il y avait l'état des connaissances d'aujourd'hui. Quand on fait de la science, évidemment, on a besoin d'observation. On a besoin de se confronter à la réalité. C'est ça qui fait l'essence peut-être de la science. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire de théories. Les théories sont toujours confrontées aux observations pour savoir si elles sont valides ou pas. Alors comment on fait pour le climat et comment on peut évaluer aussi l'impact climatique? Eh bien, contrairement aux sciences biologiques, pour faire simple, où grâce à des boîtes à pétri, on peut contrôler les conditions dans un milieu donné et voir qu'est-ce qui s'y passe de manière observationnelle,
pour la Terre, on a une difficulté, c'est qu'on n'a pas de Terre comme ça sur laquelle on peut faire varier les conditions. Et donc, on est face à une difficulté propre aux sciences du climat qui est assez importante, puisque l'aspect observationnel est assez difficile, on va dire. Il est indirect. Alors, comment on fait? Alors, bien sûr, on a les 50 dernières années qui sont très utiles, mais bon, on n'a pas eu de changement de circulation très fort pour ces 50 dernières années. Et donc, si on veut comprendre un petit peu la dynamique du climat à des échelles de temps plus longues, comment il peut varier de manière grande échelle et très notable, on a besoin de mesures du passé. Alors, comment on fait pour avoir des mesures du passé sur des très longues périodes de temps? On utilise ce qu'on appelle des proxys. Alors, le proxy, c'est un terme anglais qui veut dire par procuration. Alors on dit que ce sont des proxys du climat. Pourquoi? Ce sont des mesures indirectes. Ce ne sont pas des thermomètres, et ça pose des soucis tout de même. Ce sont des mesures indirectes. Alors d'où viennent-elles? Vous avez dû en entendre parler. Il y a notamment les carottes de glace qui permettent de remonter dans le passé. Pourquoi? Parce que justement, on en parlait tout à l'heure, le Groenland, c'est cette énorme masse de glace née de l'accumulation de la neige. Donc finalement, quand on creuse au niveau de cette calotte, on remonte dans le passé. On remonte sur de la neige qui s'est accumulée il y a 100 ans, 1000 ans, 100 000 ans. On peut remonter très loin comme ça. Et ensuite, avec des techniques de mesure isotopique, on peut essayer de relier ça à la température. Mais ça reste indirect, donc on a un peu d'incertitude, mais ceci dit, on a quand même un bon marqueur. Alors il en existe beaucoup d'autres en fait, on a plein de mesures indirectes, de proxy. On peut aller aller sur les coraux, faire des carottes sur les coraux. Les coraux aussi grossissent année après année, et selon finalement leurs propriétés calcaires, on peut aussi essayer de remonter aux conditions dans le passé. Les sédiments marins, ou lacustres en l'occurrence ici, sont aussi très utiles au fond des lacs ou des océans. Finalement, on a des micro-organismes qui s'accumulent au fond des océans ou des lacs et qui vont aussi nous renseigner sur comment étaient les conditions climatiques dans le passé. Les registres aussi historiques nous permettent, les moines notés de manière régulière, les dates de vendange ou ce genre de choses, qui nous donnent des indications aussi sur le climat du passé. Alors c'est plus réduit, on va rarement au-delà d'une millier d'années, mais très utile. Les arbres aussi, avec leurs fameuses cernes de croissance, qui justement chaque année forment une nouvelle cerne de croissance. Et de nouveau, si on fait des analyses isotopiques, on peut essayer de déduire un petit peu les conditions climatiques. Les carottes donc sédimentaires, cette fois-ci dans les océans, sont très utiles. Les spéléothèmes aussi, qui naissent de l'accumulation de calcaire transporté par des eaux. On peut aussi essayer d'en déduire le climat. Et même les bivalves, ces animaux marins, on voit très bien justement ces cernes de croissance. Pareil, chaque année, ils forment une cerne de croissance. Et certains bivalves, notamment en Atlantique Nord, peuvent vivre des centaines d'années. Et donc, on peut vraiment essayer de reconstituer un petit peu les variations de température ou de salinité océanique à ces échelles de temps-là. Alors, que nous disent ces observations? Les effets les plus marquants, et c'est ça qui a aussi été un peu à la genèse du film Le jour d'après, on va dire. En tout cas, c'était les connaissances scientifiques qui ont amené à ce film. Eh bien, pour justement les carottes du Groenland, voici les observations du delta O18 de l'eau qui sont reconstruites ici sur, alors le zéro, l'actuel est ici, et on remonte jusqu'à 120 000 ans, comme ça. Et voici les variations qu'on observe. Donc ici, la période actuelle, qui est une période relativement chaude par rapport aux 100 000 dernières années, une période dite interglaciaire, et puis voilà la période glaciaire, qui a duré presque 100 000 ans. Vous voyez ici ce qu'on appelle le forçage, c'est finalement les variations de la quantité d'énergie reçue par le Soleil, qui explique un peu ces cycles glaciaires interglaciaires. Et vous voyez, ça varie assez lentement en fait. Ces variations sont liées à la distance Terre-Soleil et à la quantité de chaleur qui arrive du Soleil. Mais ce qui est remarquable dans ces enregistrements, ce sont ces variations très très rapides, très brutales, qui sont numérotées ici. C'est ce qu'on appelle les événements de Dansgaard-Oeschger, du nom de leur découvreur, et qui peuvent atteindre une dizaine de degrés, donc des variations brutales. On peut mesurer que ça a lieu en environ 10 ans. Alors là, ce qu'on voit, c'est surtout des réchauffements brutaux, puis
des refroidissements assez rapides aussi. Et ces instabilités qui finalement ont été reliées à la circulation océanique, puisque le Groenland justement est très proche de la circulation océanique. Donc la meilleure hypothèse qu'on a encore au jour d'aujourd'hui, c'est que ces variations brutales dans le passé étaient reliées à des réajustements de la circulation océanique. Autre événement qu'on trouve cette fois-ci dans les carottes sédimentaires, ce qu'on appelle les événements de Heinrich, de nouveau du nom du découvreur, qui était un Allemand. Donc dans ces carottes sédimentaires, en regardant un petit peu le type de plancton qui s'accumule, on peut essayer de dire la température des eaux dans le passé. Donc là, de nouveau, on remonte sur 100 000 ans. Donc là, vous avez les données du Groenland. Et puis, vous voyez ici les variations de la température océanique. Et vous voyez qu'on a des événements extrêmement froids à certains moments, c'est ce qu'on appelle justement les événements de Heinrich. En fait, la définition des événements de Heinrich, très précisément, ce n'est pas des diminutions de température, c'est la présence dans ces grandes carottes sédimentaires de petits cailloux. Alors ces petits cailloux, justement, c'était la grande question, d'où peuvent-ils venir? Est-ce qu'ils ont juste été transportés par le vent? Et l'hypothèse la plus probable, c'est qu'en fait, ils ont été transportés par des icebergs. Les icebergs qui raclent les fonds rocheux et qui, finalement, comme le petit poussé, vont amener ces cailloux, alors qui restent quand même, qui sont très petits, hein, mais qui sont remarquables quand même au fond des océans. Et donc, on pense qu'il y a eu des décharges massives d'icebergs, comme ça, dans le passé, et qui ont induit ces forts refroidissements. Et donc, l'explication qu'on en a, c'est que, eh bien, justement, l'apport massif de ces icebergs a diminué la salinité de surface, stoppé la convection, et donc grippé un petit peu la circulation océanique, ce qui explique ces coups de froid. Donc, toutes ces découvertes étaient au niveau des années 90, et c'est ça qui a un peu donné lieu au film le jour d'après. Alors, on était dans une période glaciaire, il faut garder ça en tête, et du coup, ces icebergs, ils venaient d'où? Ils venaient de ce qu'on appelle la calotte laurentide, qui était une énorme calotte de glace, qui de nouveau faisait plusieurs kilomètres d'épaisseur, et qu'on trouvait au niveau du Canada il y a 20, 30 000, 40 000 ans, qui a fondu justement il y a 20 000 ans, et qui avait aussi sa dynamique propre, et parfois il y avait comme ça ces décharges massives d'icebergs. Alors on a plein de théories pour expliquer d'où elles viennent, je ne rentrerai pas dans le détail ici. Dernier exemple peut-être d'impact de la circulation océanique, enfin il y en a plein d'autres en fait, mais on ne va pas tous les évoquer, mais qui est plus proche de nous, c'est ce qu'on a appelé le petit âge de glace. Alors ce petit âge de glace, il est évalué à, on pense qu'il a eu lieu entre 1400 et 1800 de notre ère, et justement il est parfois illustré par ces peintures de Bruegel, ici en 1565, où on voyait des hivers qui semblaient extrêmement rigoureux. Alors on a plein d'autres données qui corroborent cette hypothèse qu'à cette époque-là, finalement, il faisait plus froid sur l'Europe, pas drastiquement plus froid, on n'était pas en période glaciaire, hein, mais il faisait plus froid. Et pendant longtemps, on a cru que c'était les variations du Soleil, les fameuses taches solaires qui avaient été découvertes notamment par Galilée, et on voyait que ces taches, on avait plus ou moins beaucoup de taches, et quand on n'a pas de taches, on sait en fait que le Soleil est moins intense. On les observe encore aujourd'hui. Alors cette hypothèse a été abandonnée pour plusieurs raisons. D'une part, les variations solaires ne correspondent pas aux variations de température, elles sont juste pas en phase. D'autre part, des astrophysiciens nous ont dit qu'a priori, les variations séculaires centenales du Soleil étaient petites, à peu près aussi petites que les variations actuelles, c'est-à-dire on a un cycle à 11 ans très marqué, avec des variations très, très faibles et qu'on a du mal d'ailleurs à voir dans la plupart des variables climatiques. Et donc du coup, par contre, on a trouvé un certain nombre de données dans l'océan, des données sédimentaires à très haute résolution, qui semblent indiquer que la circulation avait un peu ralenti à cette époque, et donc ça pourrait être de nouveau un impact d'un changement de circulation océanique. Alors, maintenant qu'on a cette connaissance du passé, on se dit bien sûr, bon, et alors, qu'en est-il du présent, du futur? Alors le présent, on viendra plus tard dans cet exposé, mais avant ça, je voulais venir sur l'idée de comment on prévoit le climat. Alors pour prévoir le climat, on utilise des modèles, vous en avez sûrement tous entendu parler, mais là je vais vous expliquer un peu plus précisément ce que c'est qu'un modèle et d'où ils viennent. Alors on avait vu le petit modèle de Stommel, qui est aussi un modèle, hein. Disons qu'on a des modèles beaucoup plus complets aujourd'hui, et finalement c'est la météorologie qui, la première, a
aborder cette question des modèles, ces modèles qui nous fournissent la météo tous les jours. Et c'est dès la guerre 14-18 qu'un Anglais, Richardson, s'est dit peut-être qu'on pourrait prévoir la météo, parce qu'en fait on connaît l'équation de la dynamique des fluides, on sait qu'est-ce qui régit les fluides, l'océan, l'atmosphère en l'occurrence. Et donc il s'est dit, si on connaissait finalement, alors on ne sait pas résoudre l'équation, mais on peut faire une résolution approchée. Et il s'est dit, si on connaissait finalement un état initial, c'est-à-dire la pression de surface à différents endroits, donc là il a commencé à se dire, il faudrait qu'on fasse des petits gris. Si on connaissait cet état initial, eh bien, on serait en capacité de faire des calculs approchés qui nous permettraient d'évaluer les changements du système. Et donc, il avait convoqué un certain nombre de mathématiciens pour faire cette première expérience de calcul qui s'était avérée extrêmement longue, en fait, parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire. Et de surcroît, en fait, il avait fallu faire 10 jours de calcul pour arriver à une prévision qui s'était avérée fausse. Mais en tout cas, le principe était là. Et depuis, il n'a cessé d'évoluer. Et c'est bien sûr grâce aux ordinateurs en 14-18, on n'avait pas d'ordinateur. On faisait les calculs principalement à la main. Bien sûr, maintenant, vous savez tous qu'on a des ordinateurs pour faire des calculs. Et donc, l'état de l'art maintenant de la modélisation du climat, ça peut être représenté par ce schéma, où en fait on va faire un maillage de l'ensemble de la Terre, cette fois-ci, aussi sur la verticale, aussi dans les océans, et on va faire les millions, les milliards de calculs nécessaires à comprendre l'évolution du système pour un état initial donné. Donc voici le principe, on connaît cette équation de la dynamique des fluides, on maille la Terre, on va mettre tous les calculs en termes de code informatique, on va envoyer à des immenses calculateurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un de ces calculateurs est basé à Bruyères-le-Châtel, par exemple, et il peut effectuer plus d'1 milliard d'opérations par seconde, 1 million de milliards même d'opérations par seconde, donc, qui nous permet justement de résoudre ce qui se passe dans toutes ces mailles. On obtient une simulation numérique de l'état de l'atmosphère, de l'océan, qu'on va confronter, bien sûr, aux observations. C'est là où on fait de la science, bien sûr. On confronte toujours aux observations. Les observations du climat sont absolument fondamentales pour savoir si nos modèles fonctionnent. Et donc, c'est quelque chose qui marche en boucle, qui se nourrit. On teste sans cesse ces modèles. Alors, oui, je n'ai pas testé si elle marchait. Un truc amusant qu'on peut faire une fois qu'on a ces modèles, puisqu'on a une description tridimensionnelle de ce qui peut se passer dans l'océan, c'est de lâcher une particule à un endroit donné, et on va mimer finalement la trajectoire d'une particule dans l'océan. C'est ce qu'on appelle une trajectoire lagrangienne. Alors, il y a cette animation, je ne l'ai pas testée, je ne sais pas si elle marche, on espère. Ouais, voilà. Donc là, on a lâché cette particule, là, en Australie. Donc là, elle est en surface, quand elle est rose, elle se promène. Ah oui, dès que je mets le pointeur, ça s'arrête. Excusez-moi. Donc elle fait... Il faut que j'appuie 2 fois. Voilà, elle repart, elle est partie dans le courant des aiguilles, elle va faire 2-3 fois la gire subtropicale. Là, elle a plongé, elle a changé de couleur, vous voyez, dans les mers nordiques. Là, elle va repartir donc à 2000-3000 mètres de profondeur. Et voilà, elle va remonter, on l'avait vu tout à l'heure, au niveau du courant circumpolaire, et voilà, elle va aller se perdre dans l'océan Pacifique. Voilà, alors ce qui est important de voir, on la remet une fois, c'est l'échelle de temps qui est là. Voilà, donc elle a mis 550 ans quand même pour faire tout ça. Donc c'est pour ça que l'échelle de temps de cette circulation est assez longue. Allez, on la remet une fois parce que c'est toujours amusant. Voilà, donc il y a des moments où ça accélère. Alors, on aurait lâché une autre particule un petit peu à côté, elle aurait une trajectoire différente. C'est l'ensemble, c'est la statistique de toutes ces particules qui nous renseigne sur le courant. Voilà. Donc là, elle est en surface et dans le Pacifique. Et voilà. Alors, du coup, ces modèles de climat, eh bien, une des choses qui nous permettent, justement, c'est d'aller voir un petit peu dans le futur et aussi d'aller voir un petit peu l'impact climatique. Alors, on a vu des données paléoclimatiques qui nous indiquent que peut-être, mais ça reste indirect, on ne sait pas si c'est vraiment la circulation océanique qui amène ces variations de climat, c'est souvent plus complexe.
Mais du coup, là, je vous présente des résultats de modélisation pour un doublement de la concentration de CO2 atmosphérique. Donc là, on est bien sûr dans l'optique justement du changement climatique qui pourrait amener la fonte du Groenland, justement. Et on se dit, quel est l'impact climatique? Donc on a un doublement de CO2 qui va réchauffer le climat. Et en même temps, on a des changements de la circulation océanique. Donc ça, c'est des travaux que j'avais fait en thèse, que j'avais soutenu en 2006. Et vous voyez donc, là, vous voyez le Groenland, la France ici, l'Amérique, et vous voyez une augmentation de température, c'est après 200 ans de simulation. Donc c'est idéalisé, on double le CO2 atmosphérique, juste, donc l'effet de serre fait son office. Et une fois, on a pris en compte la fonte du Groenland, ici, et une fois, on ne l'a pas prise en compte. Donc vous voyez, là, on peut comparer les deux, et on voit un petit peu l'effet de cette fonte du Groenland qui, je vous le dis, arrête complètement la circulation de retournement. Et vous voyez que finalement, dans les deux cas, on réchauffe quand même. Mais on réchauffe quand même beaucoup, beaucoup moins quand la circulation s'est effondrée. Ici, on n'a quasiment pas de réchauffement. Donc voilà. Conclusion de cette étude, c'est que peut-être la diminution de la circulation permet peut-être de modérer le réchauffement dans nos contrées, même si c'est un tout petit espace au niveau de la planète entière. Par contre, ce qu'on observe, et c'est là où c'est plus délicat, on va dire, ou plus complexe, c'est les changements de précipitation. Alors, quand on prend juste en compte, quand on ne prend pas en compte la fonte du Groenland, et on va dire qu'on ne prend pas en compte les changements de circulation, on a des variations de précipitation, mais qui ne sont pas si fortes, on va dire. Alors que lorsque la circulation s'arrête, on a un gros changement, avec ici beaucoup moins de précipitations sur cette zone-là, et ici beaucoup plus. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a ce qu'on appelle la migration de la zone de convergence intertropicale, c'est-à-dire les zones où il y a beaucoup de précipitations vont migrer vers le sud. Pourquoi? Parce que ces zones de précipitation dépendent de la température dans l'océan et puis aussi de la différence de température entre l'équateur et les pôles. Et du coup, voilà, on observe une forte diminution dans cette zone-là qui correspond un peu au sud de la zone sahélienne. Alors, juste pour dire, donc ça, c'était des résultats qui dataient un petit peu. Il reste vrai, c'est une Anglaise qui a fait cette simulation. Alors là, je vous isole vraiment l'effet de la circulation océanique, on n'a pas de réchauffement. Je fais juste la différence entre une simulation où la circulation océanique est inactive et une autre où elle est active. Et là, vous voyez le fameux refroidissement. On isole vraiment cet effet-là. Et donc, ça marche aussi dans ces simulations haute résolution. Et on retrouve aussi cette migration de la zone de convergence intertropicale très importante. Et puis, on voit aussi qu'il y a un effet au niveau des moussons indiennes. Et voilà, et c'est sans doute l'impact le plus important en termes de futur qui pourrait affecter, être associé à ces changements de circulation océanique. C'est qu'on a aussi montré récemment dans un papier de l'Académie des sciences américaines qu'une fonte un peu extrême du Groenland, alors là c'était un peu un scénario catastrophe, alors on sait assez mal comment va fondre le Groenland parce que c'est un système aussi extrêmement complexe. La glace s'écoule et il y a beaucoup de processus qu'on ne comprend pas encore très très bien, donc on a du mal à estimer, mais disons que si la fonte venait à avoir lieu assez rapidement, on aurait bien un ralentissement important de la circulation. Et de notre point de vue, l'impact le plus fort, l'impact humain, se trouve dans cette zone d'Afrique de l'Ouest, avec cette zone du Sahel qui est déjà très sèche, et qui pourtant, ou un peu plus au sud, on a une forte production de sorgho et de millet, donc qui sont deux céréales très très importantes pour les populations locales, qui sont ce qu'on appelle des cultures vivrières, qui font vraiment vivre les gens ici. Et donc, bien sûr, si on avait une forte diminution de la précipitation, on a quantifié, on a simulé vraiment l'impact que ça pouvait avoir sur ces productions, et on a vu un effet d'une diminution de plus de 30% des rendements, et donc un impact sur des populations déjà vulnérables aujourd'hui. On sait que ce sont des zones délicates, et on a pu quantifier le nombre de personnes affectées par ce genre de changement, et là, bon, on tombe de nouveau dans un autre scénario catastrophe, on va dire, mais qui est peut-être le plus réaliste, c'est qu'on parle ici de millions de personnes qui pourraient être fortement affectées par ce changement de circulation. Donc finalement, un changement de circulation n'est pas forcément une bénédiction, ça ne va pas forcément s'opposer au changement climatique, c'est bien plus complexe que ça, et ce sont ces zones-là qui sont peut-être les plus sensibles, mais pas que. Pas que, parce que l'impact d'un changement de circulation océanique est absolument
global, hein, enfin, assez compliqué à évaluer. Il y a beaucoup d'effets. Donc là, on voyait l'impact en termes d'agriculture, de population sur la zone sahélienne. On a vu aussi qu'il y aurait certainement un impact au niveau de l'Asie, qui est moins bien évalué scientifiquement. Je veux dire, il y a moins d'études, c'est tout simplement ça. Il y a aussi un impact sur les pêcheries. Il y a des effets sur la séquestration du carbone. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'on associé à ces changements de grande échelle, on voit un certain nombre de changements qu'il est important finalement de prendre en compte. Tous ne sont pas négatifs, bien entendu. Par exemple, on pense que si la circulation diminue, on diminuera le nombre de cyclones. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose, dans l'Atlantique Nord seulement. Voilà, donc ça c'est une figure qui devrait apparaître dans le rapport, justement, qui essaye de synthétiser un petit peu l'état des connaissances sur les changements de la circulation océanique. Donc du coup, voilà, au niveau du devenir, du futur, on est un peu pris entre deux feux, un réchauffement, ou alors un jour d'après, la réalité est un peu entre les deux et plus complexe que seulement du chaud ou du froid, finalement. On est ici dans une réorganisation globale du système climatique qu'il est important d'évaluer. Alors maintenant, que nous disent les modèles? Est-ce que cette circulation risque de diminuer drastiquement ou pas? Alors c'est là où on rentre dans une difficulté qui est que les modèles ne sont pas complètement d'accord quantitativement. Ce que vous voyez, tous ces petits spaghettis, ce sont différents modèles. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on a une quarantaine de modèles développés de par le monde qui nourrissent justement les rapports du GIEC. Et vous voyez ici de 1850 à 2100 les variations en pourcentage par rapport à la période actuelle qui se trouve là de cette circulation océanique. Donc vous voyez et la ligne noire, c'est la moyenne de tous les modèles. Vous voyez que ça a plutôt tendance à diminuer un petit peu sur la période historique. Là, ce sont les observations en rouge. On a des observations en fait, depuis très peu de temps, depuis 2004, qui nous montrent voilà, cette oscillation. Alors, bon, on a du mal à conclure grand-chose de si peu d'observations, mais il faut les poursuivre. Et les modèles nous disent que dans le futur, on s'attend à une diminution, même pour un scénario qu'on va appeler optimiste, c'est-à-dire un scénario qui voit moins de 2 degrés de réchauffement global. C'est un scénario qui suivrait un petit peu les accords de Paris avec une modification drastique des émissions, etc. Donc là, on aurait 10% de diminution à l'horizon 2100, en moyenne des modèles. Cependant, il y a quand même des modèles qui semblent dire que peut-être pas. Alors pourquoi les modèles ne sont pas d'accord? Bien, on revient à cette difficulté liée à la non-linéarité de la circulation, au fait que le sel et la température s'opposent, etc. Et du coup, c'est une circulation sensible, et selon les paramétrisations qu'on va utiliser dans les modèles, on ne va pas avoir les mêmes résultats. Donc du coup, on est un petit peu embêté. Mais on voit en tout cas que tous les modèles sont quand même d'accord à dire que la circulation devrait diminuer, mais c'est là quantitativement que ça devient important, car évidemment les impacts grossissent avec la diminution. Donc ça, c'était le scénario optimiste, où on n'émet pas trop de dioxyde de carbone. Dans le scénario pessimiste, ce qu'on appelle le scénario du laisser-faire, où finalement on n'a pas de transition énergétique, là la diminution est beaucoup plus drastique, on est à plus de 30% à la fin du siècle, et on voit que de nouveau il y a des modèles qui montrent un arrêt quasiment total de cette circulation grande échelle. Donc on a vraiment un effet lié à la mitigation, c'est-à-dire à la quantité de gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère pour le devenir de cette circulation océanique. Alors, ce qui peut paraître surprenant, c'est qu'en fait, dans ces simulations, on n'a pas pris en compte la fonte du Groenland. Donc c'est là où, finalement, on a fait de nouvelles estimations en essayant de la prendre en compte, malgré, de nouveau, les fortes incertitudes qu'on a sur cette fonte du Groenland, mais qui est avérée actuellement. Et si on la prend en compte, on augmente un petit peu la diminution, mais ce n'est pas drastique. En fait, la diminution ici est surtout liée, que je vous ai montré avant, est surtout liée à l'augmentation des précipitations et à l'augmentation de la température, donc, qui crée des eaux moins denses, qui ont plus de mal à plonger. Alors ce diagramme un peu difficile, un peu compliqué, j'ai voulu quand même vous le montrer pour vous montrer l'aspect probabiliste finalement qu'on a de l'évaluation du risque. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les variations de la circulation océanique en fonction du changement de température globale, finalement, qui correspond un peu aux objectifs des accords de Paris, 1,5, 2, 3, 4 degrés. Et donc vous voyez ici un espace une distribution, un espace de probabilité avec la valeur moyenne, et puis selon la couleur où on se trouve, on va avoir, si on est dans le jaune, plus toutes les variantes jaune et orange, on a 99% des modèles qui se trouvent là, et puis si on est dans l'orange 90%, dans l'orange plus foncé seulement 66%. Et là, je vous ai mis des lignes
pour se situer, là c'est 50% de diminution, ce qui commence à faire beaucoup, et là 80%, on peut quasiment parler d'arrêt de la circulation. Donc on est ici, actuellement, ce sont des observations qui montrent que la circulation océanique a peut-être déjà diminué, même si c'est sujet à débat, parce qu'on n'a pas d'observation directe, on n'en a que depuis 2004, comme je vous l'ai dit. Mais il y a certains auteurs qui pensent que la circulation a peut-être déjà diminué d'environ 15%. Et donc les scénarios, alors avec les barres d'erreur, voilà, le scénario optimiste, il se trouve là, et donc comment on lit ça? Eh bien, ça nous dit que finalement, pour un changement de 1,6 degré, là, donc qui est le scénario optimiste, eh bien, on aurait une chance sur 10 d'avoir une diminution de 50%. C'est ce qu'on avait vu sur l'autre diagramme. Par contre, dans le scénario du laisser-faire, cette fois-ci, la diminution de 50%, on est plutôt à une chance sur 3. Donc évidemment, de nouveau, ça illustre très bien le fait que eh bien, la quantité de gaz à effet de serre qu'on émet aura un effet très fort sur la réponse de la circulation océanique. Voilà. Alors, je vais terminer cet exposé par ce qu'on observe actuellement, même si c'est imparfait. Mais voici les observations qu'on a. Alors, premièrement, les observations de température. Donc cette figure-là vous montre les tendances, c'est-à-dire est-ce qu'on a une tendance de réchauffement sur 100 ans, là, un peu plus de 100 ans, de 1900 à 2012. Donc quand vous êtes rouge, c'est que vous avez une tendance de réchauffement, et plus vous êtes rouge, plus le réchauffement est marqué. Donc bien sûr, la majorité des endroits sur Terre, on a une forte augmentation de la température, c'est assez bien connu, hein, partout, sauf justement dans cette zone-là. C'est ça qui a fait dire à certains auteurs que la circulation avait déjà peut-être commencé à diminuer. Alors, c'est sujet à débat, parce que si on regarde vraiment ce qui se passe dans cette zone-là, si on fait les variations de température en fonction du temps, voilà ce qu'on obtient. Alors, la ligne rouge, c'est justement la tendance linéaire. Elle est négative, mais elle est très faible. D'ailleurs, elle n'est pas significative. Quand vous avez une croix, c'est qu'on est différent du bruit. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de bruit dans cette zone-là, parce qu'il y a des variations importantes. Et donc, ce qu'on voit surtout, c'est un refroidissement dans les années 60, puis un réchauffement brutal en 95 et un nouveau refroidissement depuis 2015, assez récemment. Alors, c'est des changements qui sont de l'ordre d'1 degré. On est quand même dans une échelle assez modérée et l'impact climatique est quand même important, mais enfin, c'est-à-dire qu'on voit que ça a induit des variations dans le climat tel qu'on peut le connaître. Par exemple, dans les années 60, il y a eu une très forte sécheresse dans la zone sahélienne. Je pense que c'est lié à cette diminution qui a été observée ici, qui peut être une diminution naturelle, hein, intrinsèque. Ce courant, il varie de manière naturelle au-delà du changement climatique. Le climat varie de manière naturelle, c'est une évidence. Et c'est ce qu'on essaye aussi de comprendre en plus de la réponse au changement lié aux gaz à effet de serre, à l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre. Alors, un autre exemple, cette fois-ci, si on regarde l'ensemble de la température de l'océan Atlantique Nord, c'est la courbe bleue, et là, j'ai tracé par-dessus la température minimale à Arcachon, donc en Aquitaine, à partir des données de Météo France. Alors, on a un peu lissé tout ça, voilà, c'est la température printanière, et vous voyez un accord assez évident entre les variations de ce qui se passe dans l'océan Atlantique et de ce qui se passe finalement à Arcachon, et c'est valable dans d'autres régions. C'est vrai que plus on est près des océans, de l'océan Atlantique, plus le signal est fort, et ça se passe quand même à des échelles de temps décennales, donc c'est une espèce de tendance. Bien sûr, ça ne va pas jouer sur la température de ce printemps, c'est pas direct, mais ça module, on va dire, les changements. Alors, un dernier aspect, bien justement, on a vu ces variations importantes qui peuvent créer des sécheresses dans la zone sahélienne sur des échelles de temps pluridécennales. Et du coup, on aimerait essayer de les prévoir. Et c'est là où on se rend compte que cette circulation océanique, qui est représentée ici, donc c'est l'intensité de la circulation océanique dans un modèle, cette fois-ci on est dans le monde du modèle, hein, eh bien, on s'est rendu compte que si on perturbait un petit peu les conditions initiales de notre simulation, c'est les différents spaghettis dans un modèle donné, eh bien, on retrouvait quand même une tendance à prévoir assez bien ces variations pluridécennales. Cette propriété est absolument remarquable. Si vous faites ça avec un modèle d'atmosphère pour la météo, par exemple, vous ne trouverez pas ce genre de phénomène. C'est-à-dire que la météo, elle est prévisible à une semaine maximum. C'est ce qu'on appelle, c'est le fameux effet papillon, c'est-à-dire l'atmosphère est chaotique et si vous avez une petite perturbation dans les conditions initiales de votre atmosphère,
elle va changer drastiquement après un certain temps. Bien, dans l'océan, cet effet papillon est beaucoup plus modéré et on a cette prévisibilité à de longues échelles de temps qui nous fait penser que finalement ces variations-là, on pourrait les prévoir. Et c'est un des domaines de recherche sur lesquels je travaille, c'est ce qu'on appelle la prévision décennale, essayer de donner les conditions initiales de l'océan à un modèle pour qu'il prévoie au mieux ces petites oscillations, variations autour de cette tendance lourde au réchauffement, bien sûr, mais qui ont quand même un effet important à l'échelle régionale. Voilà le principe de cette prévision décennale. Vous voyez ici l'importance des conditions initiales dans la prévisibilité du climat. Ici, ce qu'on appelle les conditions limites. Alors, qu'est-ce que sont ces conditions limites? C'est ce qui va forcer le climat d'un peu loin, c'est-à-dire les variations du soleil, la concentration de gaz à effet de serre, bien sûr, qui va nous donner finalement une prévisibilité. On peut dire qu'à la fin du siècle, on risque d'avoir globalement beaucoup plus chaud à cause de ces conditions aux limites. Et puis, voilà, à l'échelle de temps décennale, vous bénéficiez finalement des conditions initiales pour l'océan et aussi des conditions limites. Donc finalement, vous avez un spot là de prévisibilité qui est peut-être plus fort que pour d'autres échelles de temps. Alors pour finir, je vais vous présenter, pour vous dire un peu ce que je fais actuellement. Justement, je travaille sur cette question de la prévisibilité décennale du climat à des échelles de temps décennales, donc qui s'appuie fortement sur les variations de la circulation océanique. Et ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'ajouter cette fonte du Groenland dans ces systèmes de prévision décennale. Alors, de nouveau, ça n'était pas fait. Et une étude récente a montré que eh bien, cette fonte, alors là, ce qu'on voit, ce n'est pas la fonte, c'est la convection dans la mer du Labrador. Eh bien, la fonte commence à affecter la convection. Vous avez ici deux simulations à très haute résolution. Vous voyez là, on résout très très bien le courant pour la période récente. Et vous voyez que cette simulation qui prend en compte la fonte, au début, il n'y a pas vraiment d'effet. Et puis, depuis 2010, il y a peut-être un début d'effet de cette fonte du Groenland qui est souvent négligée, alors qu'on a sûrement tort de la négliger. Voilà, donc on est en train d'essayer de l'inclure pour prévoir au mieux les prévisions décennales, puisque là, on a des variations qui sont liées à d'autres choses, à de la variabilité dite naturelle. Et voilà, c'est ce qu'on fait. Dernier aspect très important donc, de notre connaissance scientifique, c'est bien sûr les observations, et je termine là-dessus parce que c'est un aspect fondamental. Je vous montre ici un effort français qui est mené depuis 2002, qui consiste à mesurer finalement la circulation océanique. Donc ici vous avez la France, l'Europe, le Portugal, là, la pointe du Groenland, et l'idée c'est de vraiment connaître ce qui se passe jusqu'au fond des océans. Et pour ça, on arme un bateau tous les mois de juin, tous les 2 ans, qui va mesurer donc la température, la salinité, et puis aussi les courants, pour savoir au plus près comment varient ces courants. Donc voilà, le navire, un des navires qui a pu faire ce type de mesure, et voilà les instruments qu'on peut utiliser. Ici, une rosette, c'est-à-dire que vous avez plein de petites bouteilles là, qui vont se fermer à différentes profondeurs pour emprisonner l'eau, et ensuite on va faire tout un tas d'analyses qui vont aller au-delà des courants marins. On va aussi analyser la biogéochimie, etc. Et donc vous avez votre serviteur ici qui a participé. J'ai eu la chance de participer, bien que je sois modélisateur, à ce type de mesures, parce qu'en tant que scientifique, on a vraiment besoin de connaître un peu comment se font ces mesures dans l'océan réel, parce que de nouveau, en tant que scientifique, on a besoin d'observer de manière précise l'océan réel. Voilà, vous avez cette section au vide. Je ne pourrais pas partir sans parler d'un autre effort encore plus important, qui est cette section rapide, ici entre la Floride et l'Afrique, que vous voyez ici. Et là, cette section rapide, elle est beaucoup plus ambitieuse que la section vide, parce que la section vide, c'est tous les 2 ans. On fait des mesures sur un bateau pendant 1 mois. Et bon, on fait un espèce d'instantané, une photo à un instant donné, mais ça ne nous donne pas vraiment de notion de l'évolution, à part tous les 2 ans, on fait une photo. Ça peut aider, c'est important. Mais une façon meilleure de procéder, c'est finalement de laisser des bouées fixes. Et c'est ce qu'a fait ce projet entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ils ont laissé des bouées fixes. C'est le système de mesure rapide qu'on a depuis 2004. Je vous ai déjà donné les résultats. Donc vous avez cette petite oscillation qu'on a du mal encore à interpréter.
Et vous voyez, on va jusqu'au fond parce que bien sûr, on a besoin de connaître l'ensemble des courants, pas seulement le Gulf Stream, parce qu'il n'y a pas que le Gulf Stream qui transporte de l'eau. On a aussi besoin de connaître les courants de retour, etc., et puis les courants profonds. Et pour terminer, il y a un effort qui vient de se mettre en route. C'est cette section OSNAP qui a été menée par des Américains. Et cette fois-ci, on est vraiment dans la gire subpolaire, donc plus au nord. Et là, de nouveau, un système de bouée fixe qui va nous permettre d'avoir une vision en temps réel, un peu, quasiment en temps réel, des variations à plus haute latitude. Voilà, donc je vais conclure cet exposé en disant que le Gulf Stream, quand on dit dans les médias le Gulf Stream peut-il s'arrêter, c'est une simplification de la connaissance océanographique qu'on peut avoir, car c'est une petite composante de la circulation océanique de retournement, qui est finalement la vraie circulation qu'on a besoin de connaître, dans toute sa complexité tridimensionnelle. Ce que nous disent les données du passé, c'est que cette circulation a connu de fortes instabilités dans le passé, et ces instabilités ont eu a priori une signature très marquée sur le climat, et ça nous donne une forme de connaissance sur les impacts climatiques possibles. Alors, ce que nous disent les modèles pour le futur, alors là, je vais utiliser la nomenclature du GIEC, c'est-à-dire qu'on donne un espace de probabilité. Et ce qu'on sait, ce qu'on a pu voir ensemble, là, c'est que la circulation océanique de retournement va très certainement, c'est-à-dire tous les modèles quasiment sont d'accord pour dire qu'elle va diminuer dans le siècle à venir. De combien? C'est là où ça devient délicat. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle va s'effondrer, comme dans le film Le jour d'après? Alors là, on pense aussi que ça ne va pas être le cas. Très probablement pas s'arrêter, c'est parce qu'on a des échelles de temps plus longues au cours du XXIe siècle. Alors par contre, à des échelles de temps plus longues, peut-être qu'elle pourrait s'arrêter. Alors, la circulation de retournement, pas le Gulf Stream. Et ce qu'il faut mettre en avant, oui, c'était une version un peu ancienne de la présentation. Voilà, on a mis en place des systèmes d'anticipation, early warning en anglais, c'est-à-dire qu'il est important d'anticiper ces variations du climat pour pouvoir anticiper ces impacts climatiques. Donc pour ça, on a un beau système d'observation et aussi des prévisions climatiques très précises, décennales, qui prennent en compte ces observations. Et cette nécessité de poursuivre ces mesures, parce que les modèles sont une source incertaine de connaissances, et donc on a besoin de ces mesures pour mieux prévenir les risques associés, notamment dans la zone sahélienne. Et un dernier mot, c'est que voilà, quand on avait fait un certain nombre d'études où on a montré qu'il y avait un risque comme ça de refroidissement peut-être rapide dans certains modèles. Et BFM m'avait interviewé, et ce qu'ils en avaient retenu, c'était ça, la façade atlantique pourrait être épargnée par le réchauffement climatique. Alors j'avais été, bon, on sait comment ça fonctionne, c'est pour appeler le public, mais c'est vrai que ce type de conclusion est un peu problématique, même s'il n'est pas complètement faux, mais on a pu voir quand même qu'il y a des impacts très importants dans d'autres régions. Et puis, il faut se dire que aussi c'est une source d'instabilité. Quand tout le monde se prépare à un réchauffement de tant de degrés, si on a une variation brutale du climat, quand par exemple l'Angleterre commence à planter des pieds de vigne en se disant on va aller vers un réchauffement, en fait la réalité du futur c'est qu'on est face à peut-être des instabilités régionales, hein, ça ne concernera pas la planète entière, qui peuvent poser de gros problèmes finalement en termes d'adaptation, et de nouveau on a besoin de ces systèmes d'anticipation. Voilà, je vous laisse avec cette photo qui a été prise justement lors de la croisière océanographique au vide. Et cette voilà, magnifique photo d'iceberg qui avait été prise à cette occasion. Je vous remercie. Donc merci. Maintenant, on peut passer aux questions au public. Je vois qu'il y en a déjà une. Donc tu n'auras pas le temps de te reposer. Ah bon, merci beaucoup pour votre exposé. Et puis, vous avez bien fait de gommer les aspects anthropiques, un peu catastrophiques. Là, c'est une question de courant. Bon. Ceci dit, ma question, c'est d'avoir votre avis sur une idée que j'ai déjà soumise à plusieurs personnes. C'est-à-dire que je suis un climato ultra catastrophique, c'est-à-dire que c'est 11 degrés de plus en 2050.
Ça a été soumis au Collège de France. Enfin bon, j'ai même les mails. Pourquoi? Parce qu'il y a 2,5 milliards de pauvres qui vont avoir besoin d'avoir accès à l'énergie, qui vont la consommer, hein, celle qui est la plus accessible, c'est-à-dire le charbon. Il y a du charbon à peu près partout. Et on va passer d'une consommation de charbon de 9 milliards due à des pays vraiment un peu honteux, comme l'Allemagne, les USA, la Chine, vous voyez, qui consomment beaucoup. Donc 9 milliards, on va passer à 30 milliards. 30 milliards, c'est 11 degrés. Et si jamais on les empêche, eh bien c'est simple, ils vont mourir ou ils vont avoir une espérance de vie tellement diminuée. Donc est-ce que ces pauvres, ces 2,5 milliards, qui seront d'ailleurs encore plus nombreux en 2050 que maintenant, vont consommer leur charbon? Et est-ce que vous croyez que ça va atteindre 30 milliards? Et est-ce que vous pensez qu'on va avoir les 11 degrés de plus par rapport à maintenant? Et alors quelle est la conséquence sur le pauvre Groenland? Donc, vous avez tracé déjà un avenir assez pessimiste. Merci. Alors 11 degrés, je pense qu'on a beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas précisément combien. On a des fourchettes. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi le sens de votre question, mais... Qu'est-ce que ça donne, 11 degrés sur le climat? Ah bah, 11 degrés, heureusement, enfin, ça dépend de quoi on parle. Est-ce que c'est à l'échelle globale? On ne prévoit pas 11 degrés à l'échelle globale. Hein. Personne ne le fait. Sauf le FAO, dans son dernier rapport qui date d'il y a 5 ans, Ouais. et qui dit qu'il faut que les pauvres soient nourris sur leur lieu de vie. Hein, Ah oui, oui, oui. Donc il faudra faire des centaines de milliers de kilomètres d'aqueducs pour apporter l'eau et que les pauvres puissent avoir une agriculture. Ah mais tout à fait. Enfin, dans les aqueducs, il faudra les pousser avec des machines à vapeur. alors, la pauvreté a quand même beaucoup reculé. Il faut quand même faire le constat. L'agriculture, elle existe. On parlait du Sahel. Il y a une agriculture vivrière, justement. C'est vrai que je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas tomber dans l'alarmisme et dire on va tous mourir, etc. Heureusement, ce n'est pas comme ça que c'est fait. Alors, les médias ont un peu tendance, justement, à simplifier un peu trop les messages. Mais en effet, la façon dont on voit les choses, dont les scientifiques et les décideurs voient les choses, c'est que justement, ce GIEC, il a fait une espèce d'évaluation du pour, du contre, etc. Et c'est absolument clair que les effets du changement climatique sont catastrophiques pour un certain nombre, principalement pour les pauvres, parce qu'ils sont plus vulnérables déjà, et puis un certain nombre de changements ont lieu dans leur région. On a cet exemple très simple du Sahel, il y en a d'autres. Donc évidemment, et ça a été quantifié, on va dire, et il semble absolument clair qu'il est plus raisonnable de faire une transition énergétique qui coûtera beaucoup d'argent, mais qui en coûtera moins que les difficultés auxquelles on va devoir faire face en cas de réchauffement massif de la planète. Ça, c'est évident. Parce que là, justement, j'ai fait un exposé précis sur une thématique précise j'aurais pu faire un exposé plus global sur les effets du changement climatique, parce que c'est une autre question qui réunit beaucoup d'experts. Et là, ils sont innombrables. On parle justement du Groenland. Si le Groenland il est en train de fondre, s'il continue à fondre, l'Antarctique aussi, on s'attend à des augmentations de niveau marin de au moins 1 mètre à la fin du siècle. 1 mètre, ça ne va pas concerner que les pauvres, hein, d'ailleurs, aussi les pauvres, le Bangladesh par exemple, mais New York, etc. Alors évidemment, les pays développés auront peut-être plus les moyens de répondre, de mettre en place des digues, etc. Mais même ça coûtera cher. En fait, tout semble indiquer que c'est très raisonnable d'agir contre le réchauffement climatique plutôt que d'essayer simplement de s'adapter. Et puis, en effet, l'adaptation a des limites parce qu'il y a des populations, des systèmes pour lesquels on ne peut pas s'adapter tout simplement. Enfin, ou alors l'adaptation coûte beaucoup trop cher. Donc voilà ce que je pouvais en dire. Vous ne croyez pas aux 30 milliards de tonnes de charbon consommées en 2050? Ah bah je crois, moi je suis scientifique, je crois ce que je vais voir. Enfin, toutes ces projections, on ne peut pas être aussi précis que... Alors évidemment, en effet, le charbon, c'est le gros problème. Hein, c'est qu'on a des réserves absolument astronomiques de charbon. Et donc, tandis que les hydrocarbures tendent à disparaître, le gaz aussi, enfin, on va rationnellement diminuer cette consommation-là. Par contre, le charbon, on en a beaucoup, la Chine en a beaucoup. Alors ceci dit, voilà, il y a les pays quand même... prennent en compte la contrainte. Hein. Mais c'est vrai que ce que nous disent après les chiffres,
c'est que l'effort, il est drastique. C'est pas juste fermer la lumière quand on sort des toilettes. L'effort en termes d'émissions, il est absolument drastique. C'est-à-dire que pour rester dans l'objectif 1.5 qui a été évoqué au niveau des accords de Paris, il y a un rapport du GIEC qui est sorti justement, c'était l'an dernier maintenant, qui montrait que pour rester dans ces 1.5, les gens ont quantifié finalement la quantité de gaz à effet de serre qu'on peut émettre. Eh bien, il faut s'arrêter très rapidement. En tout cas, décroître la consommation d'hydrocarbures, enfin de tout ce qui crée des gaz à effet de serre, et laisser du pétrole bon marché dans les sols. Alors ça, c'est aussi difficile. Il va falloir faire des choix extrêmement forts, hein, parce qu'il y a du pétrole facilement exploitable il faut laisser dans les sols si on veut rester sous ces 1,5 degrés, parce que l'effort il est vraiment drastique, et plus on patiente, plus on attend pour faire cette transition, dont on sent des soubresauts, hein, il y a quand même de l'espoir. Et la thématique a grossi ces dernières années, et moi je suis ravi de voir ça. Il y avait la marche du climat ce week-end, j'ai pu y participer, il y a une mobilisation qui n'est pas encore suffisante, mais qui prend de l'ampleur, et évidemment les politiques ont d'autres prérogatives que ce genre de choses, même si M. Macron a essayé de la prendre à bras le corps, mais les chiffres de nouveau sont têtus, hein, et l'effort, en France, on n'arrive même pas à respecter les accords de Paris, ce qui est assez dramatique. Mais bon, voilà, moi j'ai pas de boule de cristal, l'avenir il est devant nous, et tout est possible. Je pense qu'il n'y a pas de rationnellement être pessimiste ou optimiste, forcément. Il y a une autre question, là. Oui, merci. J'ai vu des choses sur la profondeur de l'océan. J'ai deux questions. Alors, la première, est-ce que en profondeur, la température de l'océan a varié et augmente, ou bien elle est toujours stabilisée, c'est-à-dire que l'eau chaude, bien sûr, est plus légère que l'eau froide, donc elle reste en profondeur. Et la deuxième, là, j'ai vu un truc où vous montez la température, puis maintenant elle baisserait. Enfin, il y avait un graphe là. Et j'aimerais vous expliquer un petit peu ce graphe-là qu'on a vu. Alors, lequel celui vers récemment, là? Celui-ci? Oui, où ça montait et descendait. Ouais. Alors, pour répondre à la première question, donc est-ce que l'océan se réchauffe en profondeur? Alors, vous avez raison de dire que, en effet, l'eau, quand elle est plus chaude, elle a tendance à moins plonger, et c'est une des raisons pour lesquelles, finalement, la convection diminue aussi, hein. C'est que l'eau, en chauffant, devient moins dense. Alors, comment on peut le savoir? De nouveau, on a besoin de mesures, et beaucoup de mesures sur une période de temps assez longue. Alors, il y a eu un autre effort que je n'ai pas pris le temps de détailler ici, pour pas être trop exhaustif. C'est ce qu'on appelle le projet Argo, qui consiste à lâcher dans l'océan des petits sous-marins, à peu près grands comme ça, ce qu'on appelle des balises Argo. Il y en a des milliers qui dérivent dans l'océan actuel, on les programme, elles vont plonger à une certaine profondeur, mesurer plein de choses. Elles vont aller jusqu'à 2000 mètres de fond, qui est la limite actuelle, et elles vont remonter, envoyer toutes leurs données par satellite et poursuivre. Elles ont une batterie qui dure plusieurs années. Et donc grâce à ça, on sait si l'océan profond se réchauffe, et la réponse est oui, il se réchauffe, mais beaucoup moins que l'océan de surface, parce qu'il faut que le signal pénètre, hein, c'est par des processus de diffusion finalement que ce signal pénètre. Mais en effet, ce réchauffement, il a lieu jusqu'à 2000 mètres. Plus profondément, on a moins de données, donc on peut être un peu moins affirmatif, même si il y avait des bilans énergétiques qui montraient qu'il semblerait qu'il y a une partie de l'énergie, finalement du déséquilibre énergétique lié au gaz à effet de serre, dont on ne sait pas très bien où il est peut-être plus en profondeur. Pour la deuxième question, alors ce graphique de température, donc là, c'est la température dans la petite zone, hein, ce que j'appelle la gyre subpolaire. Donc c'est une petite zone que vous voyez ici, au sud du Groenland. Et ce que je mettais en avant, justement, c'est que dans tout le reste de la planète, quasiment, on voit un réchauffement. C'est une des seules zones qui ne se réchauffe pas. Ce sont des observations. Alors, je mettais en rouge la tendance, qui est légèrement décroissante, mais elle est très faible.
Et en fait, et on voit autour de ça de fortes variations. Alors d'où viennent ces variations? Eh bien, c'est ce que j'ai appelé la variabilité intrinsèque naturelle du système. C'est-à-dire que de la même façon que la météo varie au jour le jour, hein, et on ne peut pas dire elle a varié parce que pour telle ou telle raison, ça reste assez chaotique. L'océan varie aussi. Et alors ceci dit, on comprend un petit peu comment ça fonctionne, et je peux vous donner des éléments. Alors pourquoi on a eu ce refroidissement là dans les années 60? On pense que c'est lié à des événements météorologiques, puisque la météo va influencer finalement l'océan. Et dans cette période-là, on pense qu'on a eu un petit peu moins de froid dans la mer du Labrador, de manière un peu aléatoire, hein, et donc du coup, on formait moins d'eau profonde, et donc on a eu cette diminution. A l'inverse, ce fort réchauffement, c'est peut-être qu'on a eu des hivers assez froids dans la mer du Labrador, ici, là, et donc on a peut-être revigoré la circulation océanique, et on a eu ce réchauffement. Et là, de nouveau, on a cette diminution très récente sur lesquelles on travaille. Il y a différentes théories qui s'opposent, et là, on n'a pas de recul. Je n'ai pas de recul nécessaire pour vous dire ce qu'il en est, mais donc voilà, l'idée, c'est justement l'idée de la prévision décennale, c'est de se dire le climat varie à des échelles décennales, et c'est différent de juste une tendance liée au gaz à effet de serre. C'est une dynamique intrinsèque, un petit peu comme la météo. C'est la météo finalement de l'océan, mais qui est sur des échelles de temps beaucoup plus longues, de l'ordre de quelques décennies. Voilà. Est-ce que vous utilisez plusieurs équations pour modéliser l'effet papillon et les variations des changements climatiques? Oui. Alors, je suis pas rentré dans ces détails-là parce que c'est très très technique, mais en effet, la modélisation du climat, donc qui est partie de la modélisation de la météo, et qui date des années 60, hein, et donc on résout cette équation qui régit le mouvement des fluides. Cette équation s'appelle l'équation de Navier-Stokes, et c'est une équation aussi qui sert à comprendre pourquoi les avions volent, hein, et comment les avions volent, puisque les avions volent aussi parce qu'ils évoluent dans un fluide, l'atmosphère, et que quand ils ont une certaine vitesse, finalement, il y a une portance qui fait qu'ils s'envolent. Donc c'est cette équation, enfin c'est cette loi de mouvement qui explique ces variations. Et puis on a plein d'autres équations en fait. On a aussi des équations de la chaleur, des équations qui régissent la salinité. Et les modèles sont alors j'en ai pas parlé, c'est vrai, mais les modèles sont de plus en plus complexes parce que donc ça a démarré, l'aventure a démarré dans les années 60, on va dire. Pendant longtemps, c'était surtout de la météo. Depuis les années 80, 90, on a commencé à développer des modèles d'océan. Après, on les a couplés pour que justement ils échangent les informations de chaleur, de température, d'évaporation, etc. Enfin, qu'il y ait vraiment tous ces échanges énergétiques de cette grosse machine. Puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que, en fait, même la biologie jouait un rôle, et la chimie aussi, la chimie des océans. Et par exemple, selon la quantité de plancton qu'on va avoir dans l'eau, le rayonnement solaire va pénétrer plus ou moins profondément. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait aussi prendre en compte cet aspect-là. Et puis bien sûr, le carbone, le dioxyde de carbone qu'on émet, il y en a 25% qui sont absorbés par l'océan, 25% par la végétation et 50% qui restent dans l'atmosphère. Donc il est important de voir si ces pourcentages peuvent varier. Donc comprendre tout le cycle du carbone, et là on est face à quelque chose aussi de redoutable, hein, puisqu'il faut qu'on prenne la chimie des océans, la végétation est aussi importante. Selon la présence d'une forêt ou non, on ne va pas avoir le même climat. Le climat, il est extrêmement complexe, et on prend en compte de plus en plus de phénomènes pour justement tenir compte de toute cette complexité de la manière la plus fine. Donc depuis 30 ans, voilà, il y a plus d'une génération de chercheurs, et ça se poursuit, qui travaillent sur cette thématique du développement de modèles qui s'appuient sur les équations de la physique et de la chimie et de la biologie, qui sont plus incertaines, on va dire, pour la biologie. Bonjour, merci pour votre conférence. Est-ce que en profondeur, les fissures sous les océans, les plaques tectoniques, influencent le cheminement des courants? Et est-ce que l'eau irait en profondeur
rejoindre peut-être un petit peu les laves des volcans pourraient influencer aussi les volcans. Est-ce qu'il y a du va-et-vient un petit peu comme ça, et les fissures, et avec les volcans? Puisque j'ai appris dernièrement que c'est l'eau qui fait bouillonner la lave. Sinon, il n'y aurait pas trop de gaz qui sortirait. Donc, il y a de l'eau qui tombe en pluie, mais il y a de l'eau en profondeur, peut-être avec les océans. Je ne sais pas. C'est ça que j'aimerais savoir. Merci. D'accord. Alors, c'est une question assez complexe. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la tectonique des plaques en tant que telle varie à des échelles de temps très très longues. Donc, a priori, alors, elle va influencer la circulation océanique à des échelles de temps extrêmement longues. Et d'ailleurs, j'ai des collègues qui travaillent sur ce genre de questions, parce que c'est aussi intrinsèquement intéressant. Par exemple, on parlait du Gulf Stream, on pense qu'il s'est formé il y a, alors j'ai pas les chiffres très précis en tête, mais plusieurs millions d'années, au moment où finalement l'Amérique s'est refermée. Parce qu'avant, les deux Amériques étaient séparées, et finalement, il n'y avait pas de Gulf Stream parce que l'eau, elle partait dans le Pacifique. Donc il y a cet effet-là. Hein. Bien sûr, la circulation océanique est extrêmement contrainte par la position des continents. Mais bon, voilà, c'est à des échelles de temps très longues. Ouais, j'y viens. Alors, ensuite, bon, quand on a un tremblement de terre, bon, on a plutôt un tsunami qui est un phénomène au temps assez court, qui a un effet modeste, on va dire, sur la circulation de grande échelle, voire inexistant. Concernant ce qui se passe plus au fond des océans, alors là, ça m'évoque une thématique qui a été développée il y a une quinzaine d'années, qui est prise en compte dans les modèles. Alors justement, les modèles servent à ça aussi, et servent à dire est-ce que c'est important ou est-ce que c'est faible, finalement, parce qu'il y a énormément de processus, lesquels finalement sont majeurs. Donc pour ce qui se passe au fond des océans, alors sans entrer dans le détail peut-être d'un volcan, mais en tout cas tout ce réchauffement, ce flux géothermique qu'on peut aussi avoir sur la Terre, alors en effet, à un moment, on s'est dit, mais il n'est pas très fort, mais il est quand même là. Et en plus, il intervient au fond des océans, ce qui est assez particulier, parce que du coup, on réchauffe l'océan par le fond. Et donc si on le réchauffe, il est moins dense et on devrait voir des masses d'eau remonter. Alors est-ce que c'est fort, est-ce que c'est pas fort? Justement, les modèles ont permis de mettre en évidence qu'il y a un effet qui participe au mélange. Le mélange étant quelque chose de très important dans l'océan. On parlait tout à l'heure de est-ce que la température a pénétré au fond des océans. Cette pénétration va dépendre du mélange. Il y a plein de processus qui expliquent le mélange. Les marées expliquent le mélange. Mais il y a aussi donc, ce flux géothermique qui permet ce mélange, puisqu'on a des eaux qui deviennent un peu moins denses, qui vont remonter, qui vont se mélanger, etc. Mais on s'est rendu compte que cet effet-là était assez modeste. En fait, ce n'était pas ce qu'on appelle un facteur moteur de la circulation océanique. Pour le dernier aspect de votre question, là, je ne suis pas spécialiste sur ce qui se passe à fine échelle au niveau des interactions avec les volcans. Je suis désolé, je ne pourrais pas vous apporter de réponse précise là-dessus. Excusez-moi, mais pour les questions, il vaut mieux avoir le micro. Donc, comme il y avait une question ici. Oui. Bonjour. J'ai pas compris deux choses. Vous avez parlé du soleil. Donc, vous disiez le soleil est la cause des différentes glaciations. Et la deuxième question, c'est comment l'eau qui s'est refroidie en remontant vers donc le Groenland, comment elle, tout d'un coup, elle plonge. On a l'impression, je sais pas, moi je plonge, je fais des plongeons, donc est-ce que ça représente ça? C'est un peu comme moi qui plonge dans l'eau. Merci de me permettre de préciser ça. Alors je vais peut-être commencer par cette deuxième question, je reviendrai sur le soleil après. Alors c'est là où c'est dommage que cette animation-là n'ait pas fonctionné à cause du changement d'ordinateur. Mais alors en effet, oui, comment ça plonge, c'est pas exactement un plongeon. C'est en fait, on parle plutôt en termes océanographiques de formation d'eau profonde. C'est-à-dire que évidemment l'eau plonge, mais elle est remplacée. Sinon, on aurait un trou. Elle est remplacée par de l'eau du fond.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a cette eau chaude et salée qui arrive aux hautes latitudes, qui se refroidit, qui conserve une partie de sa salinité, même s'il y a beaucoup plus de précipitations, le sel diminue. Et en hiver, quand il y a vraiment un événement très froid, beaucoup de vent, eh bien là, l'eau de surface peut devenir extrêmement dense, plus dense que l'eau au fond. Et là, c'est ce qu'on appelle le phénomène de convection. Cette eau est plus dense, donc elle va plonger, et elle va être remplacée par de l'eau du fond qui est moins dense, et on va avoir de nouveau un phénomène de mélange. Et ce mélange va former les eaux profondes qu'on va trouver, qui vont tapisser le fond des océans. Voilà, ça se passe plutôt comme ça, de manière plus précise océanographiquement. Donc là, c'est dommage qu'on n'a pas pu le voir sur le... vous pourrez faire l'expérience avec l'aquarium, on voit vraiment des filaments d'eau qui plongent. Mais ce qu'on ne voit pas, par contre, c'est qu'ils sont remplacés en effet par de l'eau du fond. Alors, concernant votre deuxième question, donc là, on change de domaine, de thématique un peu. Là, on passe vraiment sur le climat. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui explique les variations du climat? Donc, les périodes glaciaires, c'est vrai que je suis passé un peu vite là-dessus. En effet, sur le dernier million d'années, on a une succession de périodes glaciaires, interglaciaires. Donc, des périodes glaciaires, c'est à peu près 5 degrés de moins à l'échelle globale. 120 mètres de niveau marin en moins. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'eau qui se retrouve par le biais des précipitations neigeuses sur les continents. On a vu ce qui s'était passé au niveau du Canada. Donc on a une espèce de calotte énorme, de montagnes, plusieurs kilomètres d'épaisseur, qui vont se retrouver sur les continents. Alors voilà, ça a été une grande interrogation. Qu'est-ce qui explique ces variations climatiques? Et finalement, la réponse est venue d'un astrophysicien, Milankovitch, au début du siècle dernier, qui a montré que finalement la distance Terre-Soleil varie. Pourquoi elle varie? Parce que l'influence des autres planètes va modifier cette trajectoire. Et alors, à partir de calculs analytiques, puisqu'on connaît à peu près les lois de l'astrophysique, il a pu évaluer comment ça a évolué, comment ça variait, cette distance Terre-Soleil. Et il a mis en évidence notamment une cyclicité principale à 100 000 ans. C'est-à-dire que la distance Terre-Soleil varie, alors c'est très faible, mais c'est suffisant pour induire un changement de quantité d'énergie. C'est-à-dire quand le Soleil est plus loin, enfin la Terre est plus loin du Soleil, ça suffit à ce qu'une partie du rayonnement se perde et finalement on a moins de chaleur qui arrive. Et donc ces variations solaires qui sont sur des échelles de temps très lentes, j'avais montré, on voit que ça se joue sur des milliers et des milliers d'années, donc le système répond très lentement. Voilà, c'est ce qu'on voyait là. Et ce sont finalement ces variations qui expliquent ces cycles glaciaires interglaciaires. Alors après, de nouveau, c'est plus complexe que cette explication un peu rapide. Ce qui nous met sur la voie que c'est vraiment cette insolation, ces variations d'insolation de distance Terre-Soleil qui expliquent les cycles glaciaires interglaciaires, c'est la cyclicité, cette cyclicité grosso modo à 100 000 ans, qui est vraiment une fréquence où on voit que c'est assez harmonique, c'est la courbe jaune. Mais il y a d'autres fréquences qui interviennent, des fréquences à 20 000 ans, à 40 000 ans, qui sont liées cette fois-ci à des changements de la façon d'obliquité, c'est-à-dire la façon dont est penchée la Terre, et d'autres phénomènes assez complexes à décrire, et j'aurais besoin de transparent pour vraiment le faire comprendre. Mais pour faire simple, voilà, c'est cette distance Terre-Soleil qui varie à cause notamment de Jupiter. C'est principalement Jupiter qui fait varier cette trajectoire de la Terre. Bon, on va prendre une dernière question, et puis après, on va te laisser te reposer. Oui, je voulais savoir, dans les simulations que vous faites pour le changement climatique, comment intervient l'acidisation des océans? Est-ce que c'est important? Est-ce que vous le prenez en compte? Et est-ce que c'est important pour le changement climatique? D'accord, merci. Alors, oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai quelques notions là-dessus. Donc, je vous parlais tout à l'heure de toutes ces équations qu'on prend en compte dans les modèles de climat. Et j'avais parlé de la chimie. Et justement, la chimie, c'est là où on retrouve l'acidification, justement. C'est le pH, finalement, des océans. La quantité d'ions H+, l'hydrogène, qui fixe ce pH.
Et donc, le carbone, le dioxyde de carbone, une partie est soluble dans l'eau. Je vous disais, 25% de nos émissions vont dans l'eau. Et donc, il y a un certain nombre de réactions chimiques qui vont faire finalement qu'on va libérer plus d'ions H+, qui font justement donc diminuer le pH. Et donc, en effet, c'est un impact important. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'organismes vivants qui vivent à partir de coquilles calcaires, et un pH plus important peut dissoudre ces coquilles-là. Donc, c'est quelque chose qui est pris en compte, qui est assez problématique. De nouveau, je ne suis pas expert de ça, donc je ne pourrais pas vous donner des choses très, très précises, mais j'ai entendu des études qui disaient que, par exemple, ça pouvait avoir un impact sur les naissins d'huîtres, apparemment c'est au Canada, où ils ont l'impression qu'à cause de cette acidification des océans, les naissins d'huîtres, quelque chose de très sensible, prenaient moins bien. Je n'ai pas le recul nécessaire pour dire si c'est une étude très sérieuse, mais c'est évident, c'est clair qu'il va y avoir un impact sur les organismes vivants. À quantifier, c'est difficile, mais... et donc cette acidification, c'est quelque chose de purement chimique, c'est-à-dire c'est le dioxyde de carbone qui se dissout dans les océans. Donc il n'y a pas de réchauffement, il n'y a pas d'effet de serre complet, c'est juste de la dissolution. Et donc du coup, c'est là où c'est aussi intéressant, c'est qu'il y a certaines idées de géo-engineering, c'est-à-dire d'utiliser des techniques pour refroidir la planète. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Les scientifiques sont souvent un peu dubitatifs devant ces idées-là. Mais il y en a une qui consiste à se dire qu'on va mettre du soufre ou un autre aérosol dans la haute atmosphère, dans la stratosphère, pour réfléchir une partie du rayonnement. Donc on enverrait des avions qui mettraient ce soufre régulièrement. Ça permettrait de réfléchir une partie du rayonnement solaire et donc peut-être de stabiliser la température. Alors ça pose quand même de gros problèmes au niveau des précipitations, etc. Mais un des autres problèmes, c'est que finalement, on ne résout pas la question de l'acidification, qui elle reste entière. Puisque là, donc du coup, oui, l'acidification, c'est un problème aussi pour les coraux, qui sont extrêmement vulnérables et qui sont sans doute une des espèces vivantes les plus vulnérables dans les océans, notamment parce qu'ils ne peuvent pas bouger. Certaines espèces, finalement, s'adaptent assez bien parce qu'elles bougent. Les poissons vont remonter vers des eaux un peu plus fraîches, etc. Mais pour tous ces animaux qui ne bougent pas, le corail en particulier, là on voit un blanchiment du corail qui est lié en partie à l'acidification, en partie à la température. Et là on voit qu'à un horizon très proche, on s'attend à des problèmes colossaux. C'est-à-dire une disparition massive de ces coraux qui servent d'abri à de nombreux poissons, etc. Donc ça, c'est un des principaux enjeux, en effet, c'est notamment ça qui motive à garder le réchauffement sous les 1,5. C'est ce genre de choses, ouais, tout à fait. Non, ça n'a pas d'effet thermique, c'est vraiment chimique. C'est juste une partie du dioxyde de carbone qui, c'est une bonne nouvelle, est absorbée par les océans, sinon on aurait encore plus chaud. Mais du coup, juste en étant absorbé, il change la chimie, le pH, et du coup, cet effet-là. Mais en effet, c'est quelque part un peu dissocié. En tout cas, ce n'est pas un réchauffement. Ça ne réchauffe pas les océans, l'acidification. Ouais. Excusez-moi, mais là, il va falloir qu'on termine. Parce qu'on a des horaires à respecter au niveau des salles et de la fermeture du palais. Ah oui. Merci. Merci.